l'ouverture de Jean Akoulouba, le président de la République, les leaders religieux, les corps diplomatiques et plusieurs autres personnalités ont rempli le jeûne ensemble ce soir dans la parfaite communion. C'est ce soir Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Son importance dans la religion musulmane est enseignée dans les prêches durant les 10 derniers jours du Ramadan. On en parle ce soir dans cette édition. En fin de journal, dans notre chronique santé, nous allons parler des conséquences des mariages précoces et ce soir, nous toucherons l'histoire d'une fillette de 11 ans donnée en mariage par ses propres parents. Voilà pour le sommaire, restez avec nous, le développement c'est dans un court instant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et à l'ouverture de cette édition, rupture de Jean Akoulouba, le président de la République, les leaders religieux, les corps diplomatiques et plusieurs autres personnalités ont rompu le jeûne ensemble ce soir dans la parfaite communion. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. Le Ramadan, c'est aussi la convivialité et la fraternité. C'est pourquoi le président de la République a invité les religieux, le corps diplomatique, certains présidents des institutions de la République et plusieurs autres personnalités pour une nourriture collective du jeûne. Ensemble, ce beau monde a rompu le jeûne au palais de Koulouba. C'est dans un esprit de retrouvailles, de bénédiction et de pardon mutuel que les invités, sous le joug du président de la République, ont rompu collectivement le jeûne et prié ensemble le Créateur pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Après la rupture, les prières et les bénédictions collectives ont mis fin à cette rencontre devenue une tradition au palais de Koulouba. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وصلنا على سيدنا محمد ثم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله مصطفى لا نسمع لنا. Et nous vous signalons que Moussa Fani reviendra sur cet élément demain. Ouverture ce matin à la Commission économique pour l'Afrique d'Addis Abeba de la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Il s'agira pour les 40 chefs d'État et de gouvernement, les responsables de la finance mondiale, la société civile et les hauts représentants des Nations Unies de voir comment mobiliser davantage de ressources et de moyens pour réduire la pauvreté et assurer un développement durable basé sur le respect de l'environnement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général des Nations Unies est présent le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Le reportage d'Alassane Djambeli depuis Addis Abeba. Cette 3e conférence internationale se tient après celle de Monterrey au Mexique en 2002 et de Doha au Qatar en 2008. La présente édition se tient au moment où le fossé des inégalités à travers le monde s'élargit et l'extrême pauvreté gagne du terrain. Les milliers de participants au rendez-vous d'Addis Abeba tenteront donc de trouver les solutions pour inverser cette tendance. Pour le secrétaire général des Nations Unies, l'heure est venue de fédérer les énergies pour un développement durable, vaincre l'extrême pauvreté, promouvoir la prospérité et protéger la planète. La 3e conférence sur le financement du développement doit donc lancer un partenariat mondial renouvelé et renforcé pour financer un développement durable centré sur les êtres humains. Tous les orateurs qui se sont succédés à la tribune ont insisté sur la nécessité d'une synergie d'action pour le financement du développement humain basé sur les besoins des populations. Une préoccupation aussi de nos autorités. L'enjeu essentiel aussi pour nous, c'est de pouvoir mobiliser par exemple les ressources intérieures, les taxes intérieures, les ressources pouvant provenir de certains secteurs comme le secteur des mines ou d'autres secteurs. Aujourd'hui, nous savons que
le pays a fait un pas important dans un certain nombre de secteurs en investissant nos propres ressources dans certains domaines qui pour nous vont créer le développement. L'agriculture, aujourd'hui, la cible qui a été fixée à Maputo, aujourd'hui est largement dépassée par le Mali. 10% des ressources allouées à l'agriculture et au développement rural, le Mali investit plus de 12-13%. Dans le secteur de la santé aussi, nous investissons plus de 15%. Donc c'est dire qu'il y a une niche aujourd'hui en faisant un certain nombre de réformes internes et en luttant contre la corruption, nous pouvons dégager des ressources internes pour accompagner le développement. La conférence se focalisera sur 3 axes fondamentaux: évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du consensus de Monterrey et de la déclaration de Doha, identifier les obstacles et contraintes, aborder les questions nouvelles et émergentes dans le domaine du développement et redynamiser le processus de suivi du financement du développement. Pendant 4 jours, les participants vont débattre 2 thématiques majeures à travers 6 tables rondes. Le premier thème porte sur le partenariat mondial et les dimensions du développement durable. La seconde thématique est centrée sur la cohérence des politiques pour assurer un environnement propice au développement durable à tous les niveaux. En plus de ces tables rondes, plusieurs événements parallèles sont programmés à la Commission économique pour l'Afrique, lieu où se tient la conférence. En marge de la conférence, le ministre Diop a participé à un panel sur les financements innovants dans le domaine de la nutrition en Afrique avant de s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères du Danemark en présence du ministre des Mines Boubou Cissé. Il s'agit pour les officiels maliens de porter partout le message des Mali tourné résolument vers son développement dans la paix et la cohésion. Et ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, à son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence, ainsi qu'au peuple ami de France, au nom du peuple du Mali et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette agréable opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous à la consolidation des excellentes relations d'amitié et de fructueuse coopération existant entre la France et le Mali, en vous réitérant mes vœux sincères de bonne santé et de bonheur, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami de France. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Ibrahim Boubacar Keïta. Le cercle de Gourmara-Rousse souffre beaucoup de son enclavement depuis l'indépendance et pourtant ce vieux cercle de la région de Tombouctou regorge beaucoup de potentialités agro-sylvo-pastorales mais jusque-là inexploitées. Comment se porte aujourd'hui le cercle de Gourmara-Rousse? Eh bien, on le saura avec nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara, Abraman Doka et Shrifi Moulay. Avec une superficie de 50 000 km², Gourmara-Rousse, l'un des plus vieux cercles du Mali, s'étaille 45% de l'effectif du chef-d'œuvre de la région de Tombouctou. C'est l'une des zones les plus fécondes du Mali avec d'importantes ressources agro-sylvo-pastorales. Le Niger traverse le cercle pour la région de Gao. Et à ce titre, le cercle dispose de beaucoup de potentialités capable d'impulser un développement socio-économique dans le cadre de l'agro-pastoral et développer la région, procéder ainsi à l'autosuffisance alimentaire du cercle. Malgré toutes ces richesses, le cercle tarde toujours à amorcer son développement. Pas d'infrastructure routière. Il faut mettre 4 heures pour parcourir les 160 km qui séparent la ville de son chef-lieu de région, Tombouctou. Arrivé dans cette ville, la première des choses qui frappe à l'œil, c'est le manque d'infrastructures de toutes sortes. Aucune base d'électrification du cercle de Gourmara-Rousse n'est prévue. Et effectivement, vous voyez, ma résidence est à 2 pas d'ici. Il n'y a pas d'électrification à ce niveau-là. Et tout le monde sait que l'électricité est à la base de beaucoup de commodités actuelles, telles l'Internet et les canaux de communication. Donc, sans électricité, on ne peut pas accéder à cette commodité. Et ce qui est mauvais pour le cercle. D'où cet appel de ces ressortissants à l'endroit de tous les cadres natifs de Gourmara-Rousse.
Nous manquons de tout, la route, il n'y a pas d'électricité chez nous, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de services sociaux de base. L'heure d'un regard rétrospectif a sonné pour Rarous. La paix une fois retrouvée, les grands chantiers de développement doivent se bousculer à la porte pour que l'économie de ce vieux cercle fondé en 1925 puisse respirer de plein poumon. On en vient au deuxième titre de ce journal. C'est ce soir, Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Son importance dans la religion musulmane et ses origines sont bien connues puisque enseignées particulièrement dans les prêches durant les 10 derniers jours du Ramadan, d'où l'engagement spirituel des fidèles en cette période. On en sait plus avec Batraoré et Lamine Tchakoura Koulibaly. Selon la tradition islamique, c'est dans la 15e nuit du mois précédant le Ramadan, communément appelé Sungaloma Kono à Bamarankan, que Dieu prend toutes les décisions de l'année suivante. Nos joies, nos peines, la grandeur et la décadence des rois, l'évolution mondiale, etc. Mais ces décisions ne sont remises aux anges concernés que dans la nuit de Laylatul Qadr pour exécution. On appelle la nuit du destin, car c'est lors de cette nuit que Allah publie aux anges le planning de l'année. C'est-à-dire la liste des événements qui doit se dérouler. Par exemple, l'ange qui s'occupe de la vie, il saura exactement combien d'âmes il a à retirer, à récupérer. L'ange qui s'occupe de l'eau, il saura combien de quantités d'eau Dieu va mettre à sa disposition et comment la distribution doit se faire. Mais la caractéristique principale de Laylatul Qadr est que, historiquement, c'est cette nuit-là que Dieu a descendu sur terre l'intégralité du Coran à son messager. Et le Coran a été révélé à 2 étapes. La révélation entière du Coran, qui a été faite la nuit du Laylatul Qadr, et la révélation du Coran progressivement sur l'intervalle de 23 ans de prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fonction des événements. On a commencé à célébrer Laylatul Qadr à partir de 624, date à laquelle cette adoration a été prescrite. C'est une nuit de paix jusqu'à l'aube. On ne connaît pas la date précise de la nuit du destin. Elle est donc à chercher. Plusieurs thèses existent. Des thèses qui tantôt composent, tantôt s'opposent. Il y a plusieurs tendances. La première version dit qu'elle est cachée durant toutes les nuits du mois de Ramadan. Leur argument pour que le musulman ait le courage de les chercher parmi toutes ces nuits-là. La deuxième tendance, la majorité écrasante des musulmans croient que c'est le 27e nuit. Ils disent que, parce que le Laylatul Qadr, les 2 mots-là, Laylatul Qadr, sont composés de 9 lettres. Or, ces 2 mots-là sont répétés dans la sourate Le Destin 3 fois, donc 3 fois 9, 27. Mais scientifiquement, ça dépend du premier jour du Ramadan. Tel que notre cas cette année, nous avons commencé le jeudi. Donc maintenant, à chaque fois que le mois de Ramadan est commencé par un jeudi, dites-vous que la nuit X là, c'est le 23e nuit. La 23e nuit, et puis c'est toujours un vendredi. Mais nous, ce qu'on peut déduire de cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces mystères qu'il a mis dans cette nuit, ou peut-être ce n'est pas déterminé avec certitude, ça va nous permet, en tant que croyants, en tant que fidèles musulmans, de pouvoir multiplier les œuvres du bien. Imaginez quelqu'un qui cherche dans les nuits impaires, ou qui cherche dans les 10 dernières nuits, ça va lui permettre, en plus de cette nuit, de bénéficier des mérites de cette nuit et de bénéficier aussi d'autres mérites à travers les adorations qu'il fait aussi dans toutes les nuits des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. C'est donc un grand mystère qui entoure la date de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Le mystère, parce que tellement qu'elle est sacrée, les gens invisibles pour les autres anges descendent cette nuit. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Le soleil se lève très clair, mais sans rayon. Il y a un analyste qui parle de ça aussi. Parmi ces secrets mystères, les chiens aboient beaucoup durant toute la nuit parce qu'ils voient les anges descendre. Ça les dérange. Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, est célébrée par des prières, la lecture du Coran, des aumônes et surtout par le repentir qui est un acte aimé de Dieu. Nos prières et dévotions en cette nuit du destin peuvent changer le cours de notre destin par la grâce de Dieu.
exauce toutes les prières. Nous restons dans le même registre. L'opération vente promotionnelle de bovins du programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental Padeso a été lancée ce matin au terrain Chaba de la Fiabougou. L'opération met à la disposition des populations du district de Bamako 700 bœufs repartis en 3 catégories, dont les prix varient entre 100 000 et 250 000 francs CFA. L'opération se poursuit jusqu'au 16 juillet prochain. Notre équipe de reportage, conduite par Boubacar Sissoko, est allée voir. C'est donc parti pour cette opération Ramadan 2015 de vente promotionnelle de bovins du programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental Padeso. Pour l'opération, il est prévu la vente de 700 bovins de qualité répartis en 3 choix. Actuellement, il y a 350 têtes qui sont sur le site. Les autres têtes sont prépositionnées à Kati. Pour question de pâturage, l'arrivée c'est du 10 au 16. Les prix varient entre 100 000 et 250 000 francs CFA. Ce premier arrivage de bovins est de 350 têtes, dont la moitié est déjà vendue. J'ai amené 100 têtes, tout est acheté. Je souhaite qu'on prévoie d'autres catégories, soit celle des 300 000 francs CFA. La principale difficulté est le problème d'eau et d'aliments pour les animaux. Les acheteurs trouvent en l'opération une grande satisfaction, comparativement aux différents marchés à bétail aux environs de Bamako. Nous l'avons eu à 180 000 francs CFA. Nous le trouvons abordable. Il vaut mieux acheter ici qu'au marché. Je demande au programme de continuer cette politique de vente promotionnelle de bovins. Cela arrange toutes les bourses. Nous avons acheté notre bœuf à 185 000 francs. Nous avons trouvé mieux ici. Je conseille le regroupement des acheteurs pour amoindrir le coût. Vu l'importance de l'opération, le département du développement rural compte l'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Cet exercice de ce matin, c'est satisfaisant quand on regarde vraiment les animaux qui sont là, mais également quand on regarde, on voit que c'est un prélude à l'opération de Tabaski, qui est vraiment l'opération phare dans cette activité et que nous comptons préparer avec les plus grands moyens, avec les plus grandes dispositions, pour que dans chaque capitale régionale du Mali et dans les grandes villes, que cette opération Tabaski puisse être réalisée à la grande satisfaction et des populations et aussi des exploitations d'élevage qui sont les fournisseurs d'animaux. L'opération se poursuit jusqu'au 16 juin prochain. Depuis 2010, le Padeso a mis à la disposition des populations du district de Bamako 2798 bovins. À noter que l'opération se poursuit jusqu'au 16 juillet prochain. Suite opération Ramadan de la Première Dame, Mme Keïta Aminata Maïga a offert des vivres à 100 ménages démunis de la commune 4. À travers ce don, l'épouse du chef de l'État veut apporter son soutien aux populations vulnérables de Bamako en ce mois de Ramadan. Reportage Rachel Tessougé. Après les communes 1, 2 et 3, la commune 4 vient de recevoir les dons de Mme Keïta Aminata Maïga. 100 ménages de la commune 4 ont reçu chacun 25 kg de riz, 25 kg de sucre, de la viande et une enveloppe symbolique. Par ce geste, l'épouse du président de la République veut apporter son soutien aux personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. Un geste que la mairie apprécie à sa juste valeur. Cet événement est plus que significatif, puisque ça vient à point nommé. On s'attendait, certes, ce n'est pas la quantité ni la qualité, mais la promptitude du geste, le moment bien choisi, puisque ce don, j'en suis sûr, permettra à ces populations, sinon à ces couches vulnérables, de passer d'agréables moments en toute dignité. Et c'est en toute poésie que le représentant des bénéficiaires remercie l'épouse du chef de l'État. Cette femme dont l'esprit était rempli de vérités substantielles, dont la piété était légitime de tous les instants, dont le jeu n'était jamais vu de l'âme. Ces médecins déjà en peine, ce pôle des cieux, ce pôle accompli, ces dialectivités inévitables, ces papillons brûlant ses ailes à la lampe de l'amour. En retour, les bénéficiaires ont souhaité un bon mois de Ramadan à Mme Keïta et l'exhortent à poursuivre ces initiatives car d'autres personnes restent encore dans le besoin.
En ce mois de Ramadan, la jeunesse UM-RDA Faso-Djigui de la commune 6 a organisé une séance de lecture de Coran et de prière pour le repos de l'âme du premier président de la République du Mali indépendant, Modibo Keïta. Bédikoni. Rendre un hommage mérité à la mémoire du président Fé Modibo Keïta et ses illustres compagnons, voilà l'objectif de la rencontre initiée par la section des jeunes de l'Union malienne de Rassemblement démocratique africain, UM-RDA Faso-Djigui de la commune 6. Ensemble, les fidèles musulmans venus en nombre se sont attelés à la lecture du Saint-Coran, rupture collective du jeûne et à la prière. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Fé Modibo Keïta. Nous venons de prendre la Fatiha. Nous espérons vivement que le président Modibo et tous ses compagnons vont bénéficier de nos prières et que le Mali bénéficiera de ces prières pour que les difficultés actuelles, passées et futures puissent être gérées de façon à remettre le Mali complètement en selle pour le bonheur des Maliens et pour la prospérité de notre pays. Il s'agit par la même occasion pour les militants du parti d'inviter tous les peuples maliens autour des activités commémorant le centenaire du feu Modibo Keïta. Aujourd'hui, nous rendons hommage aussi à la jeunesse du parti et plus spécifiquement à la jeunesse de la commune 6 pour avoir pensé à réunir l'ensemble des membres du parti et l'ensemble des Maliens et des compagnons de feu, le président Modibo Keïta, autour d'une lecture de Coran pour que nous honorions sa mémoire. D'abord, nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan. Et puis encore, Modibo même était un grand croyant. Quoi de plus belle manière de le rendre hommage que de faire cette lecture du Coran à son honneur. Il faut souligner que cette séance de lecture du Saint-Coran et de prières collectives de la jeunesse UM-RDA Faso-Djigui constitue de belles occasions pour consolider les liens de solidarité et de partage entre les fils du pays. Également, dans cette édition, l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon-Guina-Dogon vient de réunir les responsables de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ceux de la plateforme signateur de l'accord d'Alger. Objectif à cultiver davantage l'esprit de paix par le biais du cousinage à plaisanterie, appelé chez nous Sinangouya. Reportage à Foussini Tsungara. Mettons les rancœurs de côté pour ne considérer que l'essentiel. Nous savons tous que le pardon n'efface pas la cicatrice, mais le pardon soigne le cœur et retient le bras. Message fédérateur, voilà toute la justification de cette rupture de jeunes collective sous les idéaux de la valeur sociétale le Sinankuyan. L'initiative est du Bureau national de Guina-Dogon envers leurs cousins de la CEMA et de la plateforme. Nous faisons recours à notre culture parce que nous sommes une association culturelle et nous savons que nous avons des mécanismes traditionnels de règlement des situations du genre et nous voulons faire recours à ces mécanismes-là pour essayer de faire en sorte qu'on puisse se parler, briser, comme certains le disent, un peu la glace. Après la rupture du jeûne dans une ambiance fraternelle et la prière du Maghrib, ce fut une réunion à huis clos entre les représentants de la communauté Dogon et leurs cousins des différents groupes du Nord. À l'issue de cette entrevue, les représentants des différents mouvements affirment avoir compris le message de Guina-Dogon. Ils peuvent espérer sur nous et nous aussi on peut espérer sur eux, mais il n'y a pas que le Guina-Dogon au Mali. Il faut que toutes les communautés maliennes fassent un sursaut comme celui que Guina-Dogon vient de faire. Oui, Dieu merci, nous sommes avec nos frères et nous avons l'occasion de discuter, d'échanger, de partager afin que les souffrances qui ont été subies de part et d'autre puissent être oubliées. Cette rencontre, c'était des échanges des conseils provenant de sages de la communauté de Gon. Et je crois que leur conseil, Inch'Allah, n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Cette manière de faire pour briser la glace n'est pas une première pour l'association Guina-Dogon. On se souvient, lors de l'occupation des régions nord du Mali, la même organisation a sillonné Gao, Tombouctou et Kidal pour tenter de faire taire les armes. La jeunesse de la localité de Djoila vient de tenir une conférence sur la paix et la réconciliation dans notre pays. Objectif, mieux informer la population à la base sur le contenu de l'accord de paix et de réconciliation. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Djoila, Sidiki Balo et Lamine Keïta. La jeunesse de Kaladougou dans le cercle de Djoila ne veut pas rester en marge du processus de paix et de réconciliation dans notre pays.
C'est pourquoi elle a initié cette conférence pour mieux informer et sensibiliser la population à la base. On a été sérieusement édifié parce que nous savons maintenant de quoi l'accord veut parler et nous savons maintenant qu'est-ce que ça veut dire la paix. Donc nous, on ne peut être que des relais maintenant pour pouvoir transmettre ce message-là à qui des droits. Lorsque vous avez un tel regroupement, il est bien d'évoquer le processus et le contenu. Sur la question du processus, il faut retenir et répéter que l'accord a été relativement inclusif. Cette conférence a permis de dissiper beaucoup de nuages, ont admis certains participants. La conférence a été utile pour moi. J'ai fait tout pour faire la sensibilisation pour que les autres femmes puissent s'édifier sur le contenu de l'accord. La conférence elle est importante parce que le peuple de Djoula veut accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de cet accord. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons partager avec l'ensemble des populations de Djoula la preuve de l'engagement du gouvernement du Mali et à signer cet accord. Une preuve qui est montrée par le chef d'État. À travers les différentes interventions, on peut dire que la population d'Ibaniko est résolument engagée en faveur de la paix et de la réconciliation dans notre pays. À Gao, les forces armées maliennes et l'opération française Barkhane s'associent et viennent en aide à 30 familles démunies. Cette donation se situe dans le cadre des opérations de soutien aux couches vulnérables de la société. Reportage d'Odazoumana Traoré. Cette activité civilo-militaire a un double sens, à savoir venir en aide aux couches démunies et donner une visibilité à la coopération militaire entre le Mali et la France. Ces dons sont pour le conseil communal et représenté par Maria Maïga un moyen pour ces familles de gérer la période de soudure. C'est pourquoi elle salue le geste et invite les bénéficiaires à faire bon usage de ces denrées de première nécessité. À travers cette opération, les militaires entendent appuyer les actions au profit de la paix et de la réconciliation. Ces modestes dons, constitués entre autres du riz, de l'huile, du sucre, est plein de signification et d'émotion. En cette période du mois de Ramadan, car il s'agit de soulager des familles qui ont été durement éprouvées par les événements du Nord. Cet élan de solidarité au profit des 30 familles qui pourront bénéficier de ces lots humanitaires. À tous, je vous remercie au nom de la Force Barkhane. Après avoir reçu les dons, le représentant des bénéficiaires, Mahamadou, a remercié les donateurs avant de souhaiter plein succès à la coopération entre militaires maliens et français. Cette nouvelle approche est très profitable aux actions de protection des communautés. Quoi de plus normal pour ces forces de venir en aide aux plus vulnérables, aux plus nécessités? Comme pour dire que l'outil de défense n'est pas fait uniquement pour faire la guerre, mais aussi a une mission de protection, de sécurisation des populations vulnérables. D'autres actions initiées par les deux forces amies sont en chantier dans la cité des Askia. En image, 2 officiers des forces Barkhane ont été décorés. Le général de brigade Olivier Saloum reçoit le mérite d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Quant au lieutenant-colonel Bruno Costanzo, lui est décoré chevalier de l'Ordre national du Mali. Le porte-parole des bénéficiaires, le général de brigade Olivier Saloum, a tenu à remercier les autorités du Mali pour cette distinction. Il a ensuite rassuré que les forces Barkhane resteront aux côtés du Mali dans le cadre de la coopération militaire. La cérémonie de décoration était présidée par le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Informer et sensibiliser les parlementaires sur les directives volontaires de la FAO sur le foncier applicable aux terres, à la pêche et aux forêts. C'est l'objectif de la rencontre initiée par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali. Reportage Mohamed Sissoko. Les directives volontaires de la FAO sont reconnues comme un véritable outil d'amélioration de la gouvernance foncière. Elles doivent permettre d'aider les pays dans l'élaboration des textes législatifs ainsi que des politiques et projets de développement. C'est un texte qui n'est pas très contraignant et qui s'applique non seulement à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la foresterie.
Et la CNOP, dans un souci d'information et de partage avec nos parlementaires, puisque c'est eux qui vont voter cette loi foncière agricole, nous avons jugé nécessaire de partager les directives volontaires avec eux pour qu'ils s'en approprient. Et quand le document va arriver à leur niveau, donc ils essaient de voir quels sont les éléments qu'on peut prendre dans les directives volontaires et essayer d'améliorer notre loi foncière agricole. Ces directives visent la protection de certains patrimoines pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à lutter contre la pauvreté. Il s'agit non seulement de la gestion foncière, mais aussi il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi du lien entre les différents acteurs dans la gouvernance foncière. Et nous avons voulu vraiment que cette notion soit vraiment partagée par les partenaires. Pour un rappel, les directives volontaires de la FAO sur le foncier ont été élaborées à travers un processus inclusif. Elles ont été approuvées le 11 mai 2012 à Rome par le Conseil de sécurité alimentaire lors de sa 38e session. Nous restons dans le monde rural. Le plan de campagne agricole et la gestion des intrants agricoles 2015-2016 ont été largement expliqués aux acteurs du monde de développement rural de la région de Caille par le directeur national de l'agriculture. La rencontre a été organisée par l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal. Les détails avec Diglia Mohamed Fabrice. La rencontre vise la diffusion des stratégies et mesures relatives au sous-secteur de l'agriculture afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations et garantir la souveraineté alimentaire de la nation. Outre sa mission de promouvoir aussi la réalisation des aménagements hydro-agricoles et la mise en valeur des terres dans sa zone d'intervention, l'ADRS, Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, vise à travers cet espace d'échange le développement et le renforcement des relations interacteurs par l'information, la concertation et le partenariat des services adaptés. Le choix de Kita n'est pas fortuit. Nous avons jugé important de venir ici, rencontrer les acteurs pour expliquer le plan de campagne agricole harmonisé de l'économie et aussi pour échanger sur le contrôle des engrais. Et en dernier ressort, on a parlé aussi de la gestion de la subvention agricole. La mise en œuvre de ce plan expliqué aux acteurs agricoles coûtera à l'État plus de 198 milliards de nos francs, dont 47 milliards de subventions des intrants et équipements agricoles. Il prévoit plus de 8 millions de tonnes de céréales et une production nette de 6 200 000 tonnes, soit un excédent céréalier de 2 350 000 tonnes. L'ADRS et la Direction nationale de l'agriculture minimisent tout obstacle pouvant empêcher une telle production. Stratégies innovantes obligent. Aménagement de 16 534 hectares, la poursuite des subventions, la diffusion des techniques innovantes, la diffusion de l'irrigation d'appoint et ce n'est pas tout. Une rencontre sur le plan campagne agricole harmonisé 2016 revêt une grande importance pour Kita. Il faut rappeler que Kita, c'est une zone agricole à plus d'un titre. À Kita, on a beaucoup de poids à fond aménagés. À Kita, on a beaucoup de plaines. Et Kita, c'est vraiment une zone arachidière par le passé. La rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs du monde rural de la région de Caille, zone d'intervention de l'ADRS. L'Association pour le désenclavement des cercles de Djema et Nioro du Sahel a organisé une conférence pour mettre fin au vol de bétail et l'insécurité dans les deux cercles. Outre la dotation des services de sécurité en moyens logistiques, les membres de l'association ont préconisé le renforcement de la coopération transfrontalière entre les communautés. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Seydou Sissoko et Moïse Traoré. Les populations des sectes de Djema et de Nioro du Sahel veulent dynamiser ou créer des brigades de vigilance dans leurs différents villages. Lors de la journée de réflexion sur le vol de bétail et l'insécurité résiduelle, représentants de la société civile, des ONG et des services techniques ont demandé l'arrêt des interventions sociales pour la libération des prévenus. Par semaine, nous avons un minimum de 3 cas, 4 cas qui sont déférés. Nous avons dit aux éleveurs d'aider les brigades de vigilance à côté des maires, dorénavant, leur donner des renseignements pour qu'ils surveillent l'activité. Notre association a besoin de réfléchir aux meilleurs moyens pour mettre en place un dispositif afin de canaliser toutes les initiatives. Organisées avec le soutien financier de l'amicale des Djawambé, les journées ont également préconisé le renforcement de la coopération transfrontalière entre communautés, collectivités et autorités. On a parlé d'emploi des jeunes.
Et on a parlé de beaucoup d'autres activités qui concernent le développement en général. Nous pensons qu'avec une action de plaidoyer bien ciblée, nous pouvons mettre vraiment en rade toutes les initiatives. La dotation des services de sécurité en moyens logistiques est également au nombre des recommandations. Un cadre de concertation sera mis en place pour veiller à la mise en œuvre du plan d'action à élaborer. La chronique santé du jour évoque encore la problématique des mariages précoces au Mali. Quel que soit l'argumentaire, l'histoire du jour mérite qu'on y réfléchisse encore. Une fillette donnée en mariage par ses propres parents à l'âge de 11 ans et bonjour les problèmes. Cela s'est passé dans le cercle de Nioro du Sahel. Suivons le reportage de Tessila Dambélé. Plus de 20 jours déjà que la petite Aïcha est hospitalisée au centre de santé de référence de Nioro. Si à son âge, elle devrait en principe être soignée en pédiatrie, cette fois-ci, elle est plutôt en maternité. Mariée à 11 ans, elle s'est retrouvée l'année suivante avec une grossesse. Elle est tombée enceinte. Ils ont tenté de faire l'accouchement à domicile. Ça n'a pas marché. Ils ont parti dans le centre le plus proche d'eux. Arrivés là-bas, et ils ont vu que l'accouchement, c'est impossible par voie basse. Et puis elle avait certains signes de complications déjà. Et ils ont décidé de nous évacuer la dame vers chez nous au CCRF ici. Arrivé ici, nous on a constaté déjà que l'utérus voulait s'ouvrir. Nous on a fait immédiatement la césarienne. Quelques minutes après, l'enfant est décédé. Les suites de post-opératoire se sont compliquées à des suppurations parce qu'elle avait déjà fait des complications avant d'arriver chez nous ici. La patiente de 12 ans pèse aujourd'hui 33 kg pour 1,43 m. Unique épouse d'un monsieur de 40 ans originaire du cercle de Nioro, Aïcha dit avoir été mariée avec l'accord de son père. Elle est l'une des victimes du mariage précoce dans la région de Caille où 27% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans selon une enquête de 2010. En 2015, nous avons recensé des cas. Une fille de 12 ans avec une grossesse, une fille de 11 ans avec une grossesse. Dans un premier cas, elle est venue déjà en train d'expulser et nous n'avons que constaté. Donc nous avons aidé à l'accouchement. Et le deuxième cas aussi est venu déjà avec une grossesse mort-née et aussi avec une chorioamniotite qui est une infection, une suppuration du liquide amniotique. Il y avait une anomalie du bassin qui accompagnait le problème de grossesse précoce et nous avons fait la césarienne. Dans la région de Caille, 74% des femmes sont mariées avant les 18 ans que demandent les conventions ratifiées par le Mali pour protéger ses enfants. Dans certaines zones de Nioro, un mur de silence frôlant le déni entoure le phénomène avec un argumentaire peu convaincant. Les gens disent que vraiment, s'ils ne marient pas les filles à un âge si jeune comme ça, que lorsque la fille va grandir et qu'elle va faire les péchés, qu'ils seront punis par lui. Tout-puissant Allah. Ensuite, il y a l'analphabétisme qui est là, qui est un grand problème, parce que les parents ne sachant pas les conséquences que peut subir une fille après un mariage précoce. Le phénomène persiste à nos jours. Ensuite, il y a l'extrême pauvreté, parce que la fille, à un certain âge, elle devient une charge pour la famille. Donc, ils sont obligés de se débarrasser de ces enfants pour les donner à d'autres familles, afin d'amoindrir un peu les charges de la famille. Pourtant, la sensibilisation sur les conséquences des mariages précoces se poursuit dans cette zone il y a déjà longtemps. Le gynécologue persiste. C'est à partir de 18 ans, âge de la maturité osseuse, que certains risques liés à l'accouchement sont réduits. Les accouchements pour les filles à bassin immature ont plusieurs conséquences pour la maman et pour le fœtus. Les conséquences les plus couramment rencontrées à notre niveau, c'est des mort-nés chez les fœtus. Et les conséquences les plus redoutables chez la maman que nous rencontrons très souvent à notre niveau, c'est des fistules vésico-vaginales. Donc, qui amènent la société à rejeter la femme parce qu'il y a des fuites d'urine. Donc, et ce qui crée souvent un traumatisme psychologique chez ces dames-là. Ça peut donner à des femmes qui ne vont plus accoucher et puis qui ne vont plus avoir envie des hommes. Ils vont avoir des traumatismes psychologiques.
Et très souvent, les adultes ne font pas le lien entre les mariages précoces et les enfants mort-nés, les fistules obstétricales et autres problèmes de santé de leurs enfants. Une histoire qui donne vraiment à réfléchir. Nouvelle basket, troisième sortie et troisième victoire pour nos basketteuses à l'Afro-Basket féminin de moins de 16 ans à Madagascar. Les Maliennes ont dominé les Angolaises cet après-midi par 88-46. Elles avaient d'abord battu les Mozambicaines à 77-50 avant de s'imposer 81-53 face à la Tunisie. Le Mali joue demain contre le Rwanda au compte du dernier match de groupe. Bonne chance les filles. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai là demain également, même heure, même plateau. Et prions tous ce soir pour le bien-être de notre cher